Bonjour à tous. Donc voilà, donc on est aujourd'hui présent pour parler un petit peu des risques chimiques chez les carrossiers et les mécaniciens et de voir un petit peu les retours d'expérience et les solutions préventives qu'on peut vous proposer. Euh, on va attendre l'arrivée d'autres participants. Voilà, donc juste si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez uniquement lever la main? Ouais, ok, donc c'est bon. Oui, mais après Le microphone, il est. ouais, oui. Donc voilà, donc on va attendre d'autres participants. Alors pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, le webinaire sera retransmis et téléchargeable par la suite. Donc voilà. On va se donner 3 minutes supplémentaires et ensuite on va attaquer. Donc voilà, donc hop, je suis accompagné du docteur Ilion. Donc, je laisserai le docteur Ilion se présenter. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis préventeur au niveau de l'EPALS. Et on va justement parler un petit peu du risque chimique concernant les carrossiers et les mécaniciens. Ça représente une problématique importante. Et on va essayer de trouver ensemble, vis-à-vis du retour d'expérience qu'on a pu faire durant les derniers mois en intervenant directement chez nos adhérents, voir un petit peu les solutions préventives qu'on va pouvoir vous proposer. Voilà, voilà. Non, 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 pas besoin que ça passe par ça passe par le. Là, je peux parler directement. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, moi, je me présente docteur Ilion. Donc, je suis médecin du travail en poste à l'EPALS depuis septembre. Et donc, j'accompagne Guillaume pour la présentation. Voilà. Alors, hop. Voilà, voilà. Alors, bon, on va dans tous les cas attaquer, tant pis pour les retardataires. Donc voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez, le risque chimique chez les carrossiers et les mécaniciens est parfois malheureusement sous-estimé. C'est un risque qu'il va falloir et qu'il faut prendre en compte. Alors, vous faites déjà pas mal de choses au niveau de vos différents garages, etc. Et autres. Et on va voir un petit peu le constat. Donc, on va faire une petite partie constat de voir tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a pu relever des bonnes pratiques et des pratiques voilà, un peu sous-estimées et qu'il va falloir potentiellement améliorer et mettre en œuvre. Donc voilà par rapport à ça. Voilà, on se donne concernant le webinaire le temps qu'il faut. Voilà, voilà, 11 h midi maintenant, voilà, en fonction des questions qui nous seront remontées. Donc je vous invite aussi, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de poser directement des questions par écrit. On se donne un temps de réponse à la fin du webinaire pour essayer de répondre au mieux à vos questions et pouvoir vous apporter toutes les réponses possibles. Alors, je vais commencer par vous présenter. Alors, je vais juste partager au niveau de mon écran. Voilà. Tac. Voilà. Donc, je pense que vous voyez tous mon écran. Donc, au niveau du risque chimique chez les carrossiers et mécaniciens, donc au niveau. Voilà. Au niveau de sommaire. Donc voilà, donc comment va se découper le sommaire. Donc au niveau du sommaire, on va vraiment faire le constat de ce qui a été identifié dans les différents garages, que ce soit aussi bien chez les mécaniciens que chez les carrossiers. Donc on verra une première partie sur la réalité des dangers chimiques. Une deuxième partie qui va justement s'intéresser aux pratiques de travail, les points forts que nous avons pu relever et les points faibles et les axes d'amélioration.
Troisième partie, on verra agir concrètement les bonnes pratiques, ce qu'on va vous conseiller justement de mettre en place pour maîtriser au mieux cette problématique du risque chimique. Et on conclura et on passera un temps de questions et de réponses. Alors, voilà, donc la réalité des dangers chimiques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait un focus sur tout ce qui concerne, j'allais dire, les mastiques, les diluants, les peintures, les apprêts, les vernis. Alors ça, c'est vraiment une problématique qu'on va retrouver surtout chez les carrossiers. Après, on pourra parler succinctement de la problématique du risque chimique chez les mécaniciens. Voilà, donc là, chez les mécaniciens, on est plus sur l'utilisation même des produits, des graisses sans frein, des grippants, etc. Et sur toute la problématique liée justement aux huiles de vidange et aux pneumatiques, où là, on va plutôt retrouver tout ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui peuvent potentiellement présenter un danger. Alors, aujourd'hui, voilà, donc il faut bien comprendre une chose, c'est que les produits chimiques que l'on va utiliser, et suivant les produits chimiques que l'on utilise, on va avoir des effets potentiels, et donc on manipule aussi des produits qui sont CMR. Alors pour ce qui est CMR, alors je pense que vous connaissez tous, mais voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'en parler. On va retrouver tous les produits qui sont cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc cancérigènes, ceux qui peuvent potentiellement engendrer des cancers. Mutagènes qui peuvent avoir un effet de mutagénicité sur les cellules, etc. et autres, et reprotoxiques qui vont nuire potentiellement à la fertilité, au fœtus et autres. Donc vraiment, ces produits-là, on va s'y intéresser en particulier. On va avoir ensuite tous les produits qui vont avoir une neurotoxicité. On va retrouver des produits qui vont être irritants cutanés pour les voies respiratoires, des produits qui vont être allergisants et des produits aussi qui vont être sensibilisants. Alors voilà, c'est vrai que des fois, on fait des focus sur les produits qui sont sensibilisants. Sensibilisant, c'est un produit qui, à un moment donné, va être utilisé, etc., et dont l'organisme ne va pas avoir l'organisme ne va pas avoir de réaction particulière lorsqu'on l'utilise. Et au fil du temps, en fait, notre organisme va développer une résistance et un produit qu'on utilisait potentiellement pendant 10 ans sans gants ou autre, on ne va pas avoir d'effet. Et du jour au lendemain, en fait, notre corps crée potentiellement une réaction et notre corps va être sensible à un des composants, une des substances du produit. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important et il était essentiel pour vous de pouvoir déjà consulter les étiquettes des produits et les fiches de données sécurité. Donc je sais que c'est une grosse problématique au niveau des garages de récupérer l'ensemble des fiches de données sécurité qu'on va pouvoir retrouver, surtout compte tenu que vous avez une multitude de produits, mais c'est vraiment la Bible pour comprendre les substances qui composent le produit et surtout comment va-t-on pouvoir se protéger. Donc voilà, donc ça, on va en reparler, mais vraiment focus sur ces produits et vraiment focus sur les CMR. Donc là, on va vraiment parler des CMR, ce qui nous impacte, nous, au niveau du service de santé, puisque ce sont des produits qui, potentiellement, vont avoir un effet à long terme. Et c'est ça, en fait, la dangerosité des produits CMR, c'est que immédiatement, vous n'allez pas avoir un impact, mais l'impact, il va se faire à long terme. Je prends toujours comme exemple, vous prenez une bouteille d'acide chlorhydrique avec le petit logo corrosif, etc. Vous n'utilisez pas de gants, vous mettez une goutte d'acide chlorhydrique sur la main, vous avez de suite compris dans la seconde qui suit que ça pique, et votre cerveau va faire le relationnel entre la dangerosité du produit, le pictogramme, et la douleur. Donc ça, c'est bien, sauf qu'on ne va pas avoir cette possibilité systématique avec des CMR. Parce qu'il y a des CMR, des produits qui ne vont pas avoir d'impact. Vous pouvez vous mettre un produit CMR sur la main et l'impact, il ne sera pas immédiat, il peut être dans plusieurs années. Et c'est ça où on va avoir justement une difficulté de compréhension pour les opérateurs, les mécaniciens, les carrossiers. Ils ne se rendent pas compte que ce produit peut avoir un impact à long terme.
Donc voilà, donc déjà chez les carrossiers, et c'est pour ça qu'on a fait un focus sur les mastiques, les mastiques, malheureusement, 100% des entreprises que nous avons visitées utilisent un mastic classé CMR. Donc ces mastiques, voilà, la substance que l'on a retrouvée et qui est justement cancérigène, c'est le styrène. Et le styrène, il est classé As361D, donc susceptible de nuire au fœtus. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, les carrossiers, c'est beaucoup de personnel masculin. Alors ça se démocratise de plus en plus, hein. On a de plus en plus de carrossiers qui sont suivis au niveau du service et qui sont du personnel féminin. Donc il va falloir vraiment y faire attention. Y faire attention, d'autant plus que les concentrations de styrène qui sont contenues dans les mastiques sont variables, mais souvent supérieures à 10%. Donc après, voilà, ces mastiques, certes, ils ont ce côté CMR, mais ils ont aussi d'autres subtilités, c'est ils ont une neurotoxicité importante et souvent, ils sont potentiellement irritants. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour la substitution de ces mastiques, c'est compliqué. Alors la substitution, c'est des axes de solutions dont on va parler par la suite. Mais voilà, donc il faut vraiment y faire attention. Donc là, on va revenir tout à l'heure sur les moyens de protection, vu qu'on est obligé d'utiliser des mastiques qui sont malheureusement CMR, donc qui contiennent des styrènes. Mais il va falloir être intransigeant sur les mesures de prévention apportées, telles que les EPC, les équipements de protection collectifs, les EPI, les équipements de protection individuelle. Voilà, donc attention justement aux mastiques chez les carrossiers. Autre constat, c'est le focus sur les diluants de nettoyage. Donc au niveau des différents constats que l'on a fait durant cette enquête, donc on s'est aperçu que 64% des entreprises utilisent un diluant classé pareil CMR. Donc toujours, le principal coupable, c'est les toluènes qui sont contenus justement dans ces diluants. Donc toujours pareil, on va retrouver un CMR de nature reprotoxique puisqu'on est sur du H361D susceptible de nuire au fœtus. Et donc ce toluène, on le retrouve dans 55% des cas. Pareil, sur ces toluènes, on va retrouver des toxicités pour le système nerveux. Donc voilà, concernant les diluants de nettoyage. Ensuite, on va faire un petit point sur tout ce qui concerne focus sur les peintures après vernis. Donc voilà, donc 28% des entreprises utilisent des peintures qui sont toujours classées CMR. Donc la majorité des peintures sont hydrodiluables. Donc ça, c'est un point de vigilance, c'est un point positif, mais il va falloir faire quand même attention. Et on va retrouver aussi des substances CMR retrouvées. Alors bon, enfin, on ne va pas s'amuser à détailler le nom de la substance ou autre, mais bon, en gros, voilà, on va retrouver des H361D et des H351, c'est-à-dire susceptibles de provoquer le cancer. Voilà. Pareil, on a la présence aussi dans certains vernis du surseeur d'isocyanate dans 3 entreprises qu'on a pu visiter, avec toujours pareil, dans un durcisseur du H351D, c'est-à-dire toujours pareil, susceptible de provoquer le cancer. Petit point, attention sur les durcisseurs, les vernis, les colles à base d'isocyanate. La réglementation a évolué et on oblige maintenant, depuis début d'année 2024, à toutes les entreprises qui manipulent des isocyanates supérieurs à 0,1% en mélange, d'avoir une formation spécifique à l'utilisation de ces isocyanates. Autre risque, on va retrouver pareil des allergies cutanées et des allergies respiratoires vis-à-vis de ça. Donc voilà, concernant le focus sur les peintures, les apprêts et les vernis. Donc juste pour faire un petit point et une synthèse sur ces dangers, voilà, l'exposition au SMR est une réalité quotidienne. Donc on va, voilà, donc le point d'entrée, justement, au niveau des voies d'exposition de ces agents chimiques, on va retrouver des agents chimiques, enfin des points d'entrée divers et variés, hein.
Donc les voies d'exposition, ça va être surtout le côté inhalation, donc fumée, poussière, vapeur, aérosol. Donc voilà, donc une des principales causes d'exposition aux agents chimiques, c'est surtout la voie respiratoire. Donc il va falloir être extrêmement vigilant vis-à-vis de ça. Le deuxième point d'entrée, et c'est là où potentiellement il y a vraiment des axes d'amélioration, c'est le côté ingestion. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens ils mettent pas automatiquement les produits chimiques à la bouche, etc. Oui, mais en général, ce qui risque de se passer, c'est la contamination croisée. C'est-à-dire, c'est lié surtout, j'allais dire, au manque d'hygiène qu'on va retrouver potentiellement des fois au niveau des différents postes de travail. Donc au niveau ingestion, donc ça va être ingestion du produit par la bouche essentiellement. Alors comment ça se passe? Ça se passe tout simplement parce que la personne ne va pas potentiellement après sa phase de travail se laver les mains, va faire une pause, va s'essuyer uniquement les mains sur son bleu de travail et ensuite va sortir la cigarette ou tout simplement va manger sur son poste de travail tout simplement parce que les collègues ont amené le petit déjeuner, les croissants, les pains au chocolat, et automatiquement, on va avoir cette contamination qui peut être importante. Pareil, ce qu'on retrouve aussi des fois sur certains garages et postes de travail, on va retrouver des fois des coins qui sont aménagés avec coins de pause, cafetière, etc., directement dans la zone de travail. Donc là, pareil, ingestion. Donc quand vous allez poser le mug, le verre ou autre à proximité de la zone de préparation de carrosserie et lorsqu'on vient de poncer, etc. Donc il faut bien comprendre que les poussières se mettent en suspension. Une fois que les poussières ont été en suspension, elles vont venir se reposer sur tous les équipements, donc les verres à proximité, etc. Et ensuite, on va remplir son mug de café, de thé, etc. Et ensuite, on va malheureusement le consommer. Donc l'ingestion, elle va se faire aussi de cette manière. Autre mode de contamination important, la contamination cutanée. D'accord? Donc souvent, on pense à tort que la peau, elle est imperméable. Non, je le répète, la peau, elle n'est pas imperméable. La peau, elle est perméable. On a des pores. Et par rapport à ces pores, et suivant les éléments chimiques qu'on va manipuler, des solvants, etc., on va avoir une contamination cutanée. Donc les solvants, certains types de produits vont traverser la barrière cutanée et ensuite aller se fixer à certains types d'organes. Ça peut ensuite se fixer sur le cerveau, la vessie, les poumons, des fois c'est l'ouïe, etc. et autres. Et donc là, il va falloir y faire extrêmement attention. Malheureusement, on retrouve encore peu de personnes et on fera le point sur le focus sur les EPI qui utilisent correctement les EPI et systématiquement les EPI. Tout simplement parce qu'on va retrouver des personnes qui ont commencé leur carrière professionnelle il y a un certain temps. L'EPI n'était pas démocratisé et on va avoir encore des personnes qui vont poncer, préparer leur peinture, faire des vidanges sans gants. Alors, ça a tendance à évoluer. On voit de plus en plus maintenant de mécaniciens qui vont utiliser des EPI, des gants jetables, vinyle, nitrile, etc. pour faire les vidanges ou autres. Mais il y a quand même encore un axe d'amélioration à faire là-dessus. Autre point d'entrée des produits chimiques, j'allais dire la contamination et la voie oculaire. Donc, on va retrouver aussi des risques de contamination par les yeux, tout simplement parce que des fois, on n'utilise pas correctement les visières, les masques, les lunettes de sécurité, etc. Donc, voilà. Donc, attention, ces voies d'exposition sont importantes à prendre en compte pour bien comprendre les risques liés aux produits chimiques. Concernant les CMR, c'est vrai qu'on vous dit toujours CMR, qu'est-ce qu'un CMR, etc. Alors, un CMR, donc c'est un cancérigène mutagène neuroprotoxique et il est classé. Il est classé en fonction de 3 types de catégories. Donc, on va avoir les catégories 1A, 1B et les catégories 2. Donc, 1A, ça veut dire que le toxique, le CMR, il est avéré. D'accord? Avéré, ça veut dire qu'on sait pertinemment qu'il va avoir des effets pour l'homme. Donc on sait que son exposition à l'homme va potentiellement engendrer, par exemple pour du A350, un cancer.
Ensuite, on va retrouver les effets CMR présumés, c'est-à-dire qu'on a, on a de forts doutes entre le lien lié au produit et potentiellement la pathologie médicale associée. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle les catégories 1B. Et ensuite, les catégories 2, donc les effets CMR suspectés, c'est qu'on a des doutes, de forts doutes, mais on n'a pas été en capacité de prouver le lien de causalité. Donc, dans tous les cas, principe de précaution, dès qu'on est face à des CMR, qu'ils soient 1A, 1B, 2, dans tous les cas, il faudra y être extrêmement vigilant et porter les protections individuelles, mettre en place des protections collectives, étudier potentiellement une substitution si la substitution est possible ou autre. Donc voilà, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les synthèses des dangers qu'on pouvait potentiellement retrouver au niveau des carrosseries. Juste un petit point, parce que bon, on s'est aperçu en faisant l'enquête et l'étude que vraiment l'axe d'amélioration et le point où on retrouvait le plus de CMR, c'était les carrosseries. Ça ne veut pas dire qu'au niveau des mécaniciens, on ne retrouve pas ce risque-là. Donc ce risque-là, on va le retrouver en effet sur deux points, donc sur l'utilisation des produits, c'est-à-dire donc ils vont potentiellement utiliser des produits tels que des dégrippants, dégraissants ou autres qui peuvent potentiellement être CMR et dangereux pour la santé. Et surtout, deux points à prendre en compte, les huiles usagées. D'accord? Donc les huiles usagées, on sait pertinemment qu'elles sont CMR. Donc là, maintenant, voilà, lorsqu'on fait des vidages, voilà, être extrêmement vigilant sur le contact des huiles avec les mains et autres. Et autre point, tout ce qui concerne les pneumatiques, le changement des pneumatiques, etc. Donc dans les pneumatiques, on va retrouver des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont aussi responsables de différentes pathologies. Et donc voilà, donc vraiment attention aussi sur les mécanos, sur ces points-là. Au niveau des pratiques de travail, donc voilà, donc on a fait un petit point sur les CMR, la dangerosité, etc. Après, quand même, il faut noter qu'on a noté des points forts dans les chez les différents adhérents chez lesquels nous sommes allés faire notre enquête. Donc, on va voir un petit peu les points forts, les points faibles, donc concernant les laboratoires, les cabines, les opérations de ponçage, nettoyage, l'utilisation de la souplesse. Donc, comment travaille-t-on? Voilà ce que nous avons potentiellement observé. Alors, vraiment, un point positif au niveau des différentes des garages et des carrosseries. Carrosseries, donc ceux qui font bien sûr la peinture et qui disposent d'un laboratoire. Donc 100% des garages que nous avons visités ont un laboratoire dédié à la préparation des peintures, etc. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Le point d'amélioration, justement, c'est que seulement 55% ont une extraction mécanique. Alors, au niveau de ces laboratoires, normalement, il faut qu'ils soient ventilés. On est dans un local à risque spécifique, donc compte tenu des produits que l'on utilise. Donc, même si, bien entendu, les peintures sont essentiellement aujourd'hui des peintures à l'eau qui sont utilisées, on a quand même des diluants qui sont rajoutés, etc. et autres. Et donc, vis-à-vis de ces risques liés à ces solvants, voilà, il faut mettre en place des dosseraits aspirants comme vous avez sur la deuxième photo, ou des DMC ou des hôtes aspirantes, etc. D'une part, pour éviter le risque d'accumulation de vapeur. Après, il peut y avoir des risques d'inflammabilité, d'explosion, etc. Mais aussi pour éviter, si vous voulez, l'inhalation de ces solvants. Donc voilà, donc seulement 55% à une extraction mécanique. Et donc c'est important d'axer justement des points de progrès pour les entreprises qui n'en ont pas sur ces aspirations, entre autres. Alors, c'est pas parce qu'on a une aspiration aussi, comme vous voyez sur la photo, la première, c'est pas parce qu'on va avoir une aspiration locale ventilée qu'on se doit de ne pas mettre en place des équipements de protection individuelle associés. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que des fois, on a des EPC, des équipements de protection collectif, mais qui vont supprimer une grande partie ou diminuer une grande partie du risque, mais ça ne veut pas dire que pour autant, le pays ne va pas être nécessaire. Donc voilà, donc j'y reviendrai tout à l'heure concernant les EPI, justement concernant les masques APEC, P2, P3, etc. et autres. Voilà. Les masques, pour la plupart du temps, on va en retrouver.
Par contre, après, on va avoir une grosse problématique de stockage. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que sur ces masques, alors je fais le petit point maintenant, ces masques qu'on va retrouver, ces masques à cartouche et ces masques à charbon actif, une fois qu'ils ne sont pas utilisés, d'accord, il faut vraiment être vigilant sur leur stockage. Donc, souvent, ce que l'on retrouve, et les moins bonnes pratiques, c'est que souvent, quand ils ne sont pas utilisés, alors des fois, ils sont stockés directement à l'air libre. Des fois, ils sont stockés dans la pochette du fabricant, mais elle n'est pas zippée, donc potentiellement, les contaminants peuvent surcharger le filtre à charbon actif. Et donc là, vraiment, il va falloir y faire attention, parce qu'ils ont un temps d'utilisation limité, hein, un temps de claquage qui va varier en fonction du polluant auquel est exposé le masque. Et donc pour ça, voilà, il y a des petits points d'amélioration et axes d'amélioration à avoir. Enfin, plutôt que les pochettes zippées, des fois, il suffit de prendre tout simplement un récipient hermétique type Tupperware, sans citer de marque, Ikea, etc. Et de l'enfermer pour éviter justement que le filtre à charbon actif s'active. Alors voilà, pareil, attention, hein, c'est pas parce que on ne sent pas d'odeur à travers le masque que le masque est toujours opérationnel. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se mettre sur le masque la date à laquelle il a été mis en œuvre et s'imposer de les changer à minima tous les 6 mois. Et à un moment donné, si vous avez un doute ou si une odeur persiste à travers le masque, il faudra systématiquement le changer. Voilà ce qu'on pouvait dire vis-à-vis de ça. Après, vous avez aussi un petit logiciel qui est fait par l'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité, qui vous permet de savoir le temps de claquage en fonction du polluant auquel le masque a été confronté. C'est un petit logiciel qui s'appelle Premedia, que vous pouvez directement télécharger sur le site de l'INRS. Donc voilà, concernant les laboratoires de peinture, ce qu'on pouvait noter. Au niveau des cabines de peinture, cette fois-ci. Alors là, vraiment, point positif, c'est que 100% des adhérents que nous avons visités donc, disposent d'une cabine de peinture ventilée. Par contre, le point critique est vraiment le point sur lequel il va falloir axer son plan d'action, c'est que seulement 27% des cabines que nous avons vues réalisent des contrôles de ventilation périodiques. Donc là, pareil, une cabine qui n'est pas contrôlée, c'est une cabine qui peut être inefficace. D'accord ? Vous allez avoir des filtres qui vont être surchargés. Vous avez tout simplement le système de ventilation qui n'a pas été contrôlé et qui peut être beaucoup moins performant par rapport à ce que prévoit le constructeur. Donc, il est important de faire contrôler systématiquement ces cabines, de faire un changement de filtre régulier, comme il est préconisé par le fournisseur de la cabine de peinture. Donc voilà, donc ça vraiment, c'est un point important. Au niveau ponçage. Alors, au niveau ponçage, 100% des carrossiers, etc., utilisent des ponçeuses qui sont aspirantes. Donc, 82% des ponçeuses aspirantes mobiles et 55% utilisent un système de centralisation. Donc ça, c'est un bon point qui permet de réduire l'empoussièrement. Et donc ça, compte tenu qu'on va appliquer des mastiques et poncer des mastiques contenant des styrènes, on va se retrouver bien entendu avec des poussières fines de styrène. Donc styrène, je vous rappelle, il est H361, donc il peut nuire potentiellement au fœtus. Et surtout, l'autre impact, c'est que potentiellement, ça peut donner des pathologies pulmonaires. Donc pathologie pulmonaire, de l'asthme professionnel, etc., etc. Donc il faut réellement utiliser ce type d'équipement. Point important, par contre, c'est que voilà, on a à un moment donné, par rapport à ces zones de ponçage, ce n'est pas toutes les entreprises qui disposent de zones de préparation ou de cabines de préparation pour tout ce qui concerne le ponçage. Donc ça, vraiment, s'il y a un axe d'amélioration à avoir, c'est la mise en place de zones de préparation de carrosserie où justement on va pouvoir poncer. Parce que ce qu'on va retrouver, c'est qu'automatiquement, le carrossier, lui, va utiliser ses équipements de protection individuelle, ses masques, entre autres,
mais des fois, on se retrouve avec une concomitance avec la zone du mécano. C'est-à-dire que des fois, on peut se retrouver avec un carrossier qui est en train de poncer sa voiture avec sa ponceuse aspirante, son masque poussière P2, P3, et dos à dos, il se retrouve avec le mécanicien qui lui est en train de changer sur la zone de travail à 2 mètres de lui, tout simplement des disques, des freins, des pneumatiques ou toute autre intervention. Et en fait, on va s'apercevoir que le mécano, lui, n'est pas protégé. Et donc, comme les zones de préparation ne sont pas séparées, on va avoir une contamination de la zone de travail du mécanicien. Et c'est là où il va falloir vraiment y faire attention. Donc voilà, donc essayez, si c'est possible, le plus possible, d'avoir des zones vraiment séparées entre la mécanique, la carrosserie. C'est vraiment le point d'amélioration sur lequel il faudrait potentiellement agir. Alors j'entends déjà en disant oui, mais des fois c'est pas possible, on n'a pas la place, etc. Oui, je sais bien, ça peut être compliqué. Mais à un moment donné, voilà, vraiment, on sait que potentiellement ces poussières vont avoir un effet à long terme sur des pathologies diverses et variées, et essayer d'y faire attention. Au niveau, pareil, nettoyage des outils. Donc, on a une diversité des méthodes. On va voir, on a retrouvé différents types de fontaines, donc que ce soit au niveau carrosserie, au niveau mécanique, etc., pour le nettoyage des pièces. Donc, point positif, on a 73% des entreprises qui utilisent une fontaine ventilée. 55% ont une fontaine fermée et 36% ont une fontaine lessivière. Donc ça, vraiment, c'est un bon point. Voilà, des points d'amélioration, il y a toujours encore des systèmes ouverts non ventilés où le nettoyage à l'air libre expose fortement au solvant. Alors, au niveau, voilà, donc qu'est-ce qui est préconisé aujourd'hui? Donc, ce qui est préconisé, j'allais dire aujourd'hui, c'est surtout du lessiviel. Donc, le lessiviel, c'est fermé, hein, c'est comme une machine, un lave-vaisselle. Vous allez mettre potentiellement vos pinceaux, vos outils, etc. Et ensuite, il va y avoir un brassage qui va se faire. Ce qui est préconisé aussi, c'est tout ce qui va être les fontaines, bio, d'accord? Où là, on va plus utiliser, j'allais dire, de solvants spécifiques, etc., mais des produits dégraissants qui sont bio et non dangereux, qui disposent même pas de fiches données sécurité, tout simplement parce qu'ils ne sont pas toxiques. Et ça, vraiment, ce sont des points forts à essayer de mettre en œuvre. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant, j'allais dire, le nettoyage des outils. Grosse problématique, par contre, l'utilisation, j'allais dire, de la soufflette. Donc là, malheureusement, 100% des entreprises utilisent pour le dépoussiérage. Alors, utilisent la soufflette pour le dépoussiérage aussi bien des vêtements de travail, c'est-à-dire que des fois, en fin de journée, on voit justement les salariés se dépoussiérer à l'aide de la soufflette. Ou tout simplement le dépoussiérage des zones de travail ou des carrosseries des fois. D'accord? Donc on vient de poncer ou autre une carrosserie, on met un coup de poussière. Voilà. Alors la problématique des poussières qui est vraiment majeure, c'est qu'on a une remise en suspension de la matière dangereuse et une dispersion. D'accord? Donc voilà, donc je le rappelle, il est interdit et il ne faut surtout pas utiliser la soufflette sur les vêtements, etc. Tout simplement parce que la soufflette, des fois, on va avoir des pressions qui sont importantes et par rapport aux particules, quand on utilise sur les parties du corps humain, on peut avoir une incrustation des particules dans les pores de la peau, etc. Et donc on peut forcer la contamination. Ensuite, le risque, c'est la remise en suspension de la matière et donc la dissémination du polluant dans l'ensemble, j'allais dire, de la zone de travail, voire de l'atelier, etc. Donc vraiment, faites-y attention vis-à-vis de ça. Pareil, au niveau des soufflettes, il est important aussi de limiter la pression en barre des soufflettes. Voilà, essayer de ne pas dépasser 2,5 bars. Voilà, je sais que c'est des fois compliqué, voilà, mais c'est vraiment les axes d'amélioration qu'on peut noter. Donc voilà, concernant aussi cette problématique de soufflette. Au niveau des équipements de protection individuelle, donc j'en ai déjà parlé, mais je vais refaire un petit point là-dessus. Voilà, point positif, il
n'y a pas que des points critiques et des points négatifs, il y a des points positifs, c'est qu'il y a une disponibilité quasi générale des masques. Donc, on va retrouver bien entendu des masques poussière P2, P3, des masques à vapeur A2, P3, des APEC aussi, et des gants adaptés dans 73% des cas. Alors pareil, attention, point critique, c'est le port non systématique qui est observé. Donc je sais, c'est un EPI, c'est pour ça qu'on n'aime pas spécifiquement l'EPI, mais des fois on n'a pas d'autre possibilité que de mettre en place ce type de moyen de protection. C'est que le port de l'EPI, il est lié à de l'humain. Donc automatiquement, dès qu'il est lié à l'humain, ben, des fois on va avoir du non-port qui va être observé. Voilà, donc il est important de rappeler que le pays il doit être porté de manière constante. Alors, ça va aussi bien fait de la tenue de travail, c'est-à-dire de la combinaison pour tout ce qui est cabine de peinture, aussi bien des masques P2, P3 pour tout ce qui est préparation de carrosserie, etc. Et les masques A2, P3 ou APEC pour tout ce qui concerne les vapeurs et les peintures en zone cabine de peinture. Les gants, attention, on va retrouver aussi des gants qui peuvent être inadaptés à la tâche en cours. D'accord? Donc, vous avez différents types de gants en fonction aussi des polluants et des produits qui sont utilisés. Il y a des gants qui peuvent être inadaptés. Des fois, on peut se croire protégé par rapport à un type de gant et en fait, on va s'apercevoir que le produit, la substance qui est contenue à l'intérieur du produit, ben, va pouvoir passer le vinyle, le nitrile, le latex, etc. et autres en fonction du type de gant que l'on utilise. Donc, il est important de bien consulter la fiche données sécurité des produits. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le port des protections individuelles. Alors, agir, ouais, concrètement, une petite faute, donc les bonnes pratiques. Donc, comment améliorer la prévention? Des solutions, j'allais dire, existent. Alors, première solution, alors je sais que vous allez me dire, oui, mais des fois, nous, on n'a pas le choix, c'est choisir des produits qui sont moins dangereux et donc les substituer. Alors, j'entends déjà des personnes qui vont me dire, oui, mais nous, au niveau du groupe, au niveau de la franchise, on est obligé de prendre certains produits, on nous les impose. Je sais, c'est compliqué, mais essayez de faire remonter l'information au niveau du groupe. D'accord? Voilà, remplacer ce qui est dangereux quand c'est possible, ça c'est important. Bien entendu, lire les FDS. Voilà, pareil, essayez aussi d'informer, de sensibiliser vos salariés sur ces problématiques de produits chimiques. Souvent, je passe en entreprise, je vais interroger un carrossier, un mécanicien, je leur pose la question sur l'étiquetage des produits, à quoi correspondent les logos, etc. et autres. Eh bien, 80% du temps, ils sont incapables de me répondre. Quand je leur pose la question, est-ce que vous avez la fiche donnée sécurité? Qu'est-ce qu'il y a dans une fiche donnée sécurité? C'est pareil, ils sont incapables de me dire qu'est-ce qu'on va retrouver dans une fiche donnée sécurité. Des fois, ils ne savent même pas qu'elle existe, etc., etc. Donc voilà, donc la substitution, elle peut se faire des fois à certains types de niveaux, tels que les diluants de nettoyage biologique, j'en ai parlé, les civiels. On va aussi retrouver des mastiques à faible teneur en styrène. Le but, voilà, au lieu d'avoir des mastiques en styrène supérieurs à 10%, essayer de changer par des teneurs moins importantes. Donc il y a des axes d'amélioration. Voilà. Maintenant, voilà, essayez de remonter l'information au groupe quand vous êtes malheureusement dans l'incapacité, j'allais dire, d'avoir la même mise sur ces produits. Mais c'est important de savoir que des solutions existent. Au niveau de l'exposition, d'accord, de l'exposition à la source et à la ventilation. Donc, principe, ben, il va falloir capter les polluants avant qu'ils n'atteignent le travail. D'accord? Donc, vraiment, exemple concret, les doses sur aspirant en laboratoire, les tables de ponçage aspirantes, les aires de préparation ventilées, c'est ce que j'expliquais. Voilà, 27% uniquement aujourd'hui ont des aires de préparation pour la zone carrosserie. Donc ça, c'est vraiment un point d'amélioration à avoir, surtout pour éviter, je le répète, la dissémination des matières toxiques dans l'ensemble de l'atelier. D'accord? Aujourd'hui, il existe des zones de préparation à ventilation verticale où justement la personne elle va pouvoir poncer, etc. et autres, et donc automatiquement, avec l'aspiration, les polluants sont captés par le sol. Un peu du même style qu'une cabine de peinture. D'accord? Donc voilà. Et pareil,
attention vraiment de faire un contrôle réglementaire annuel des systèmes de ventilation ou à périodicité définie par le constructeur de la zone de préparation, de la cabine de peinture, etc. etc. Donc voilà, donc on a des solutions vis-à-vis de ça. Au niveau des EPI, d'accord, donc aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution ou un EPC optimal qui nous permette de nous affranchir des EPI. Donc les EPI, on va toujours et systématiquement dans nos métiers les utiliser. Donc c'est bien une barrière entre le travailleur et le danger. Et j'insiste aussi, c'est que le pays, il n'est pas au choix du salarié. Donc, quand je dis il n'est pas au choix du salarié, c'est que, je le rappelle, dans le Code du travail, l'employeur a une obligation de résultat. D'accord? Dans le Code du travail, il y a marqué que l'employeur doit s'assurer que la santé mentale et physique de ses salariés ne se dégrade pas à son poste de travail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de fournir des équipements de protection individuels, entre autres, ou les EPC, mais il doit veiller à ce que le salarié les utilise correctement. Donc, je sais que c'est compliqué d'être systématiquement derrière les salariés ou autres, mais ça fait partie du rôle de l'employeur ou du chef d'équipe ou du responsable d'atelier, etc., de rappeler systématiquement le port nécessaire des équipements de protection individuelle, que ce soit des chaussures de sécurité, que ce soit des gants, que ce soit des masques, etc., etc. Voilà. Comment on les choisit, bien entendu, les EPI? On les choisit en fonction de ce qui est déterminé dans la fiche données sécurité du produit qu'on utilise. D'accord? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais nous, on utilise 150 produits, comment on fait? Mais oui, il y a un travail en interne à faire chez vous. D'accord? Ce travail en interne à faire chez vous, c'est de déjà faire un listing de l'ensemble des fiches données sécurité, de regarder quel type d'EPI est préconisé tout simplement par le fournisseur du produit, de la substance, du mélange en question, et vraiment de se référer à cette fiche donnée sécurité. Donc voilà, voilà. Et donc là, on va avoir justement des gants qui vont être adaptés au type de produit qu'on utilise. Là, il peut y avoir des gants, je l'ai dit tout à l'heure, nitrile, vinyle, latex, Viton, etc. Les masques, c'est pareil. Les masques, vous allez retrouver sur la fiche donnée sécurité quel type de masque vous allez devoir retrouver. Est-ce que c'est un A1 P3, un A2 P3, un APEC, un P2 uniquement, un P3? Ça aussi, c'est important de se référer à la fiche donnée sécurité. Voilà, donc le port doit être systématique et correct pendant toute la durée de l'exposition. Voilà, donc je sais des fois, je dois refaire une retouche sur la carrosserie, j'ai pas mis mon masque pendant 2 minutes le temps de faire la retouche, et bien c'est nuisible, d'accord? C'est extrêmement nuisible, comme le port des protections auditives, ça va avoir un impact significatif, d'accord? Enfin, voilà, le non-port de la protection auditive dans un environnement extrêmement bruyant pendant 2 minutes, c'est comme si on avait une inefficacité de la protection de 80% sur la journée. Donc vraiment, il faut bien faire comprendre aux gens que le pays, il faut systématiquement le porter. Au niveau des solutions, on va retrouver aussi une problématique sur l'hygiène et l'organisation de travail. D'accord? Donc là, pareil, je le répète, donc limiter, proscrire la soufflette, privilégier dès que possible l'aspiration. Pareil, pas d'utilisation de la soufflette sur les vêtements, etc. Pareil, stockage correct des EPI, donc hors zone polluée, boîte hermétique, ce que j'expliquais. Voilà, on ne stocke pas le masque directement dans la cabine de peinture, on ne stocke pas directement le masque dans comment ça s'appelle, dans, dans le laboratoire de peinture. Pareil, privilégier des boîtes hermétiques qui se filment. Pareil, au niveau hygiène, etc., on va essayer au maximum de protéger sa zone avec des films jetables sur les cabines de peinture, les labos, etc., pour éviter de polluer au maximum les sols, les murs, etc., et autres. Pareil, on va aussi essayer d'avoir des poubelles fermées systématiquement. D'accord? Des fois, on se retrouve avec des poubelles où on va jeter ces récipients de diluants, etc., directement dans des poubelles à l'air libre. Pareil, il reste des matières à l'intérieur des contenants. On ne les referme pas, on les laisse dans la poubelle comme ça. Il va y avoir des émanations. Et qui dit émanation dit pollution potentiellement de l'atelier, de la zone de travail. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Pareil, nettoyage régulier, rigoureux des locaux. Pareil, essayer de passer au maximum. Alors pareil, on évite les balais.
d'accord? Les balais qui remettent en suspension les poussières dans la zone de travail. On va plutôt essayer de trouver des aspirateurs industriels ou autres pour aspirer les polluants, surtout en carrosserie, etc. Et par contre, focus, et là vraiment gros focus sur l'hygiène corporelle qui est essentielle et indispensable. Je l'ai dit, ce qu'on retrouve, c'est que malheureusement, au niveau hygiène, c'est pas top top. C'est-à-dire que les gens vont pas se nettoyer les mains systématiquement après chaque phase de travail. On va retrouver, je le répète, des zones de pause directement dans la zone atelier avec des fois un réfrigérateur, une cafetière ou autre, directement dans la zone polluée. Et ça, c'est vraiment problématique pour éviter justement l'ingestion des matières toxiques. Voilà, au niveau conclusion et questions, qu'est-ce qu'on pouvait dire justement? Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions justement à poser. Donc aujourd'hui, les messages clés qu'on va pouvoir retenir, c'est que les risques chimiques, les CMR notamment, malheureusement, sont encore et toujours bien présents en entreprise. On a toujours des pratiques à risque qui sont persistantes, donc l'utilisation des soufflettes, le manque de contrôle de ventilation, le non-port des EPI. Et des solutions techniques et organisationnelles existent et sont efficaces. C'est à vous de les mettre en œuvre et c'est surtout la prévention, c'est l'affaire de tous. Donc il va falloir réellement rééduquer les personnes, les sensibiliser sur cette problématique du risque chimique, de leur mettre bien entendu des EPI, des EPC adaptés à leur situation de travail et vraiment de prendre en compte tous ces risques-là. Donc voilà, donc au niveau de l'appel à l'action, oui, ça va, c'est pour vous, donc évaluer vos produits. Donc vraiment, voilà, souvent ce qu'on retrouve et l'absence qu'on va retrouver, c'est surtout le manque d'évaluation du risque chimique dans vos entreprises respectives, hein. Il n'y a pas eu ou très peu d'entreprises qui ont fait d'évaluation du risque chimique. Donc ça, vraiment, c'est important. Donc comment on fait cette évaluation? Déjà en récupérant l'ensemble des fiches données sécurité de par vos fournisseurs, vos prestataires, etc. Et surtout de les analyser. Donc là, on est là pour ça, on est là pour vous accompagner sur ce point-là si vous voulez qu'on vous accompagne. Vérifiez et améliorez votre ventilation et faites surtout les contrôles des cabines de peinture, des aspirations et autres. Revoyez bien entendu vos pratiques professionnels avec l'utilisation de la soufflette, des équipements de protection individuelle et de l'hygiène et surtout engager le dialogue. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire concernant justement le point et le focus sur la problématique des risques chimiques chez les mécanos, les carrossiers en entreprise et autres. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre au mieux à vos attentes et à vos questions. Voilà, donc là maintenant je vais vous laisser un temps par rapport à vos questions. Donc je vais regarder un petit peu. Il y avait une question là. Ouais. C'est les fiches de données de sécurité doivent être imprimées ou peut-on les stocker sur PC dans un fichier accessible à tous? Oui, alors pour répondre à cette question, non, il n'y a pas l'obligation d'avoir les fiches de données sécurité imprimées. Aujourd'hui, en plus, un geste pour la planète, on va éviter d'imprimer inutilement ou autre. Si à un moment donné, vos fiches de sécurité sont consultables par l'ensemble du personnel à un endroit spécifique, c'est-à-dire on va juste dire, voilà, les fiches de données sécurité sont consultables directement dans l'intranet de l'entreprise à tel endroit, etc., il n'y a pas de souci, vous pouvez les avoir stockées de cette manière. Voilà, donc après, pas de problématique par rapport à ça. Après, je sais bien que les fiches de données sécurité, c'est pas systématiquement facile à lire. D'accord? Une fiche de données sécurité, on a 16 points. Il n'y a pas tous les points potentiellement qui nous intéressent à l'intérieur. Mais oui, après, s'il y a vraiment des problématiques concernant la lecture des FDS ou autre, vous pouvez faire appel au service, nous contacter et on viendra vous aiguiller là-dessus. Ouais. Donc après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être sur ton. Parce que Ouais. je crois que je suis déconnectée de. Alors, On va regarder. Alors, je vais regarder ici si j'ai des questions. Là, non. Ok. Non, pas de questions particulières.
Donc, n'hésitez pas, après, on est là pour essayer de répondre au mieux à vos questions. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Après, dans tous les cas, voilà, vous allez avoir nos coordonnées. Pareil, un petit QR code, voilà, que vous pouvez scanner tout simplement pour évaluer le webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, si jamais vous avez des questions par rapport à ce webinaire et par rapport à ça, vous pouvez nous contacter directement par mail ou par téléphone. C'est possible aussi. Donc, vous retrouvez bien entendu au niveau contact téléphonique ici. Donc, soit vous nous écrivez à contact@epal.com, vous posez votre question et la question nous sera retransmise et on reprendra contact directement avec vous. Soit vous nous contactez au 04 28 70 08 85 pour poser potentiellement votre question. Voilà pour nous. Donc, je recontrôle. Pas de questions. Non, non, toujours pas de questions. Écoutez, donc pour moi, c'est bon. J'ai pas de questions supplémentaires. Donc, écoutez, on va clôturer l'événement. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez poser vos questions si nécessaire. Après, pas de choses à rajouter. Merci à vous aussi. Très bien. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est bientôt l'heure du repas, donc un bon appétit. Merci d'avoir participé à l'événement. Donc, cet événement, vous allez pouvoir le retrouver vous recevrez un lien avec l'événement à télécharger. Donc, si vous voulez retrouver la vidéo de cet événement, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous voulez un accompagnement personnalisé pour maîtriser le risque chimique dans vos entreprises respectives. Merci bien, bonne fin de journée, au revoir.